Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Sidonie. Elle n'a connu son père qu'à l'âge de 23 ans, mais depuis 4 ans, elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Le jour de mes retrouvailles avec lui, c'était vraiment comme une deuxième naissance. Presque dans un sanglot, il m'a dit « Oh là là, quel dommage, tu embrasseras bien ta maman pour moi ». Et voilà. Et j'avais l'impression d'avoir disputé un match de boxe. J'étais complètement... KO. Oui. Mais aussi l'histoire de Sylvie. Elle est née d'un adultère. Elle découvrira à 38 ans qu'on lui a menti sur l'identité de son père. Je voudrais simplement avoir une identité, avoir un nom. Enfin, la comédienne Marthe Villalonga sera face au public pour raconter les secrets de son éternelle jeunesse. Oh là. Allez, c'est parti. Ça, moi, je ne le fais pas, ça. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Catherine. Vous voulez le garder? Non, ça va. Vous voulez. Vous avez quel âge, Catherine? Vous venez d'où? Je viens d'Arcueil. J'ai Dans un le certain Val-de-Marne? âge, oui, dans Oui, le vous avez un certain Val-de-Marne. âge. Voilà, on dira ça. Vous avez bien écouté les histoires des gens, comme moi? Oui, ça m'a bien plu, oui. Oui. Histoire de secret aujourd'hui, de secret de famille. Oui. On va suivre ça avec attention. Les applaudissements pour Catherine. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et bienvenue pour débuter toute une histoire. Voici notre première histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Marie qui est bouleversante. À 10 ans, Marie est devenue une enfant du secret. Elle a aujourd'hui 36 ans et souffre encore de devoir rester dans l'ombre. À travers l'histoire de Marie, on va découvrir l'histoire de tous ceux dont la naissance a été cachée, a été secrète. Nos invités d'aujourd'hui sont nés d'une union interdite ou d'un amour impossible. On va essayer de comprendre comment on grandit quand on a été élevé dans le secret. L'existence de Marie est encore taboue. C'est pour cela qu'elle témoigne aujourd'hui anonymement. Je suis une enfant d'un passé dont on ne veut pas se souvenir, comme une honte, comme une tâche. Lorsque j'ai eu 11 ans, mon papa a refait sa vie. Ma belle-mère était plus jeune que papa et elle ne souhaitait pas que je fasse partie de leur existence. On a un peu posé le voile du secret sur moi, dans sa famille à elle et puis peu à peu dans leur entourage plus globalement. J'ai grandi sans mon père avec une blessure énorme. Et puis c'était pas simplement un papa qui me manquait, c'était aussi des sœurs. Moi je trouvais ça si simple d'être une famille. Et puis finalement c'était si compliqué. Je suis devenue un secret total. Je l'ai vu à plusieurs reprises en cachette parce que je l'ai sollicité. Il est venu à mon mariage avec son épouse. La cérémonie allait débuter et soudain j'ai entendu vraiment un relais de voix qui disait « Il est là, il est là, il est là ». J'étais heureuse, j'avais besoin de ça. C'est vraiment un cadeau quand même qu'il m'a fait. Je n'ai pas vu mon père depuis une douzaine d'années. Rien ne pourra réparer ça. Jamais. C'est impossible. C'est impossible de réparer un manque de papa. Papa était totalement absent de tout ce qui a concerné mes enfants. Il n'est jamais venu voir aucun de ses petits-enfants. Et de voir mes enfants souffrir de ne pas avoir de grand-père, ça a été encore plus terrible pour moi. Cher Pépé, bonjour. Je t'aime même si je te connais pas. Je voudrais te rencontrer. J'ai essayé de briser le secret parce que je pensais que c'était dévastateur pour mes sœurs. Donc j'ai décidé d'écrire une lettre et c'était simplement leur dire « Je vous ai toujours aimé de loin, j'attendrai que vous soyez prête ». J'ai longtemps espéré retrouver mon père, mais aujourd'hui je n'y crois plus. Je n'ai plus l'espoir. Oui, je tiens à remercier Marie pour ce témoignage bouleversant. On vous donnera de ses nouvelles et qui sait, peut-être qu'un jour elles seront bonnes et que Marie pourra venir sur ce plateau assumer son existence comme a décidé de le faire aujourd'hui Sidonie. Bonjour. Vous comprenez que Marie souhaite témoigner encore aujourd'hui dans l'anonymat? Je suis un peu émue là par son témoignage. Ça dépend de son histoire à elle, oui. Moi, j'ai pas du tout la même histoire, donc j'ai pas besoin de me cacher comme ça. Mais oui, je comprends qu'elle ne veuille pas montrer son visage. Vous auriez pu avoir la même histoire? Oui, un peu. Vous avez décidé, vous, de passer dans la lumière? Vous voulez dire en venant ici? Dans la vie en général, et ici en particulier? Enfin, disons que moi, il y a un jour où je me suis dit que je voulais retrouver mon père et je pensais que ça allait bien se passer. Et ça s'est bien passé pendant un temps.
Donc, dans ce sens-là, je suis passée dans la lumière. Bah, venez dans la lumière ici, ce sera à côté de moi, ce sera plus facile pour poursuivre cette conversation. Sidonie, asseyez-vous. Et comment ça s'est passé ces retrouvailles? Les retrouvailles, c'était absolument fabuleux. C'est ma mère qui un jour m'a téléphoné au bureau et elle m'a dit « j'ai retrouvé ton père ». Et ça m'a fait une décharge électrique impressionnante. J'avais 23 ans. On va prendre les choses dans l'ordre parce que pour Oui. en arriver jusque-là, il y a déjà un petit morceau de vie jusqu'à 23 ans. Votre Oui. naissance a été un heureux accident, comme ça arrive parfois, et c'est de très beaux enfants qui sont très heureux, pour votre maman, mais pas pour votre papa. Qu'est-ce qu'il a dit en apprenant votre arrivée sur Terre? Mais il était déjà séparé de ma maman, donc il a dit très gentiment « mais est-ce que tu veux que je t'épouse ?» Et elle a dit non, parce qu'on est déjà séparés, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tu viendras voir le bébé quand tu veux. Donc et il était puis- prêt à assumer cet enfant Ben oui. totalement. Oui, il est venu me voir quand j'avais 9 mois d'ailleurs. Vous ne vous il a souvenez trou- pas de ça? Non, Non. mais il a trouvé que je lui ressemblais, il était très ému, tout ça. Là, vous avez ensuite grandi seul avec votre maman. Est-ce que vous vous sentiez une enfant différente, mise à part des autres? Oui, différente, pas mise à part des autres, mais différente, oui, vraiment. La notion de famille était déjà très importante pour moi et je voyais bien que j'étais une famille, je formais un bloc avec ma mère qui n'était pas vraiment comme une famille, c'était quelque chose de très soudé. Et les familles traditionnelles me faisaient d'ailleurs un peu peur, surtout les papas. Quand je les voyais arriver, je trouvais qu'ils avaient toujours l'air horribles, très autoritaires. Je ne voulais pas du tout de papa quand j'étais petite. Oui, c'est une façon de vous rassurer par rapport à votre Sans propre doute, vie. ouais. Vous aviez des traces de votre papa, des photos, Rien des du objets? tout, rien. Je n'avais qu'un prénom et un nom de famille, c'est tout. À quel Et- âge vous avez ressenti le besoin d'entrer dans la vie de votre père? À l'adolescence. À l'adolescence, je ne le ressentais pas en termes de besoin de lui, je le ressentais en termes de besoin de à qui je ressemble, est-ce qu'il a un visage comme le mien, je ne ressemble pas du tout à ma maman, voilà. On a besoin de racines pour grandir, c'est Voilà. ce qu'on dit. Surtout à un moment où on passe à l'âge adulte. Oui. Exactement. Alors, c'est votre maman, on en revient à ce coup de fil dont on parlait il y a quelques minutes, qui vous a dit qu'elle avait retrouvé sa trace. Oui, parce que ma mère, on en a toujours parlé très librement. Elle savait que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Plus ça passait, plus le temps passait. Et elle a fait, elle, cette recherche de son côté. Elle m'a fait ce cadeau magnifique de le retrouver. Et voilà, donc je lui ai écrit une lettre très longue. Qui disait quoi? Qui disait que je comprenais très bien les choix de ma mère, les choix de mon père, que de toute façon, il ne m'appartenait pas de les juger, mais que moi, j'avais besoin maintenant de mettre un visage sur le concept de père et que j'avais jeté la bouteille à la mer et que s'il voulait bien maintenant me tendre la main, bah, ce serait formidable. Qu'est-ce que vous saviez de sa vie? Rien. Voilà, justement, je lui disais, je veux rien toucher de votre vie. Vous saviez s'il avait une vie de famille ou pas? Je savais rien, je ne savais rien. Et lui, il m'a répondu dès qu'il a reçu la lettre par un coup de fil en me disant « Je viens de recevoir votre lettre, je suis bouleversée, vous faites partie de ma vie. » Ça a dû être super. Joli, mais oui. Comme quoi, même dans des histoires pas évidentes au départ, on peut avoir des moments fabuleux. Des bonnes surprises, Oui. des bons rebondissements. Quels souvenirs vous gardez de vos retrouvailles avec votre père? Ah, c'était fabuleux. C'était dans un aéroport entre deux avions. Il venait d'Afrique, il repartait sur la province. Et j'ai senti vraiment une... Je me Vous êtes venu le chercher à l'aéroport Oui. alors que vous ne vous connaissiez pas? Ah oui. Je m'attendais à un grand costaud brun. J'ai trouvé un petit blond gringalé. Je pensais qu'il lirait le Financial Times en fonction de son métier. Il lisait l'équipe. Je pensais qu'il allait m'enlacer. Il m'a fait des bisous tout secs. Mais alors on a discuté. On se sentait vraiment. Je me sentais sur la même longueur d'onde. Je me sentais une vraie familiarité avec lui. Une famille tout court même, hein, on peut Oui. dire. Ouais. Et il m'a posé plein de questions sur mon enfance et tout ça. C'était 4 heures, mais d'une densité incroyable. Et quand je l'ai ramené à la porte d'embarquement pour aller vers la province, donc, il m'a serré dans ses bras. Et c'est vraiment pas quelqu'un qui a l'air très chaleureux. Et il a presque dans un sanglot, il m'a dit « Oh là là, quel dommage. Tu embrasseras bien ta maman pour moi. » Et voilà. Et j'avais l'impression d'avoir disputé un match de boxe. J'étais complètement... Chaos. Oui. Vous avez l'impression d'avoir retrouvé vos racines à ce moment-là? Ben, il y a plein de... C'est vrai qu'il y a des choses qui se sont comme un peu réglées par magie à ce moment-là. Je faisais un métier, tout le monde se demandait pourquoi. Je venais de réaliser métier? que c'était le sien, comptable. Et lui, il a un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Donc bon, voilà, ça s'est un petit peu résolu. J'ai eu l'impression que ça m'apportait des réponses à certaines questions, mais en même temps, ça a ouvert une brèche d'espoir énorme. Et pourtant, vous êtes resté un secret pour lui? Oui, parce que voilà, il m'avait dit, moi,
je suis bouleversée, vous faites partie de ma vie, je vais en parler. De toute façon, ma femme connaît votre existence. Ah bon ? Quand je l'ai épousé, je lui ai dit qu'il y avait un bébé dans la nature. Mais après, quand je l'ai retrouvé à l'aéroport, il m'a avoué qu'il ne lui avait pas dit qu'il m'avait retrouvée. Et donc, il n'avait pas dit à mon demi-frère et à ma demi-sœur, que je ne connais pas. C'était il y a combien de temps maintenant, ces retrouvailles? J'avais 23 ans, j'en ai 36, ça donc, fait 13 ans. 13 ans. Oui. Vous avez eu de nouveaux contacts avec lui? Oui, alors on est allé quelques fois au restaurant, il m'a trouvé un travail, donc il a vraiment joué un rôle de père. Vous l'appeliez papa? Non, pas du tout. Je ne l'appelais pas. J'évitais d'avoir à utiliser ce subterfuge. Je disais rien, voilà. Il vous a parlé de vos demi-frères, vos demi-sœurs? Oui, un petit peu, mais plus à ma demande. Spontanément, il est très discret là-dessus. Oui, j'imagine qu'il doit faire attention, en plus d'essayer de faire le moins de mal possible. Voilà. Vous avez envie de les rencontrer, ses frères et sœurs? Alors voilà, ça c'est la grande question. Pour moi, le fait qu'il ait accepté de me rencontrer, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau énorme qu'il m'a fait. J'ai l'impression que je ne peux pas en demander plus. Puis ça avait été joli, nos retrouvailles. Je n'avais pas envie de gâcher ça. Vous posez des questions aujourd'hui, en tout cas? Ben, ça m'arrive quand je ne suis pas en forme. Des fois, je me dis, mais pourquoi moi, je dois faire cet effort de rester dans l'ombre? S'il devait mourir, je n'en saurais rien. Là, je n'ai pas de nouvelles de lui. Depuis combien de temps? Depuis que je lui ai parlé de mon mariage, donc depuis 4 ans. Vous êtes mariés? Non, mais on a eu l'intention de se marier et je lui avais dit, si jamais on devait se marier, est-ce que tu voudrais bien m'accompagner à l'hôtel? Et il m'a répondu par lettre qu'il pensait que ça aurait été déplacé, mais de bien lui communiquer la date de mon mariage. C'était il y a 4 ans? Oui. Donc depuis 4 ans, pas de nouvelles? Ben, j'ai envoyé un faire-part de naissance de mon premier fils, merci. Et je l'ai envoyé à 2 de ses adresses. Pour une, ça m'est revenu changement d'adresse. Pour l'autre, il n'y a pas eu de réponse. Donc là, mon fils aîné, il a 2 ans et demi. Vous aimeriez qu'il rencontre son grand-père? Bien sûr, ça c'est pour moi. Qu'en pense votre mère? Est-ce qu'elle voit ça avec bienveillance ou avec un peu de méfiance? Elle voit ça, elle trouve ma demande tout à fait légitime, elle m'appuie à fond dans tout ce que je voudrais intenter dans le sens de mon bien-être ou de celui de mes enfants. Voilà, mais elle est neutre, elle ne veut pas s'impliquer plus que ça, c'est plus sa vie non plus. Je posais la question à Serge Effès, que vous connaissez, psychiatre. Vous avez beaucoup travaillé sur ces enfants qui ont grandi dans le secret. Quelles conséquences ça peut avoir sur l'équilibre de l'enfant? Parce qu'à écouter Sidonie, on a l'impression qu'elle est parfaitement équilibrée. Elle est parfaitement équilibrée parce que c'est un secret relatif. C'est-à-dire, elle savait qu'elle avait un père quelque part, elle ne le connaissait pas. Elle connaissait l'histoire de sa naissance. Donc, ce n'est pas à proprement parler un secret. Mais par contre, elle savait qu'il y avait un père quelque part qui peut-être ne voulait pas ou ne pouvait pas l'avoir. Et là, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le secret, ça devient un peu une honte. Est-ce que je suis honteuse? Est-ce que je suis quelqu'un qu'on ne mérite pas de rencontrer? Et alors, des enfants qui grandissent avec ce sentiment de honte, effectivement, ils peuvent développer, éprouver difficilement de la confiance en eux. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas, parce que, encore une fois, votre mère vous a transmis quelque chose de tout à fait positif par rapport à votre père. Je n'ai quand même vraiment pas du tout confiance en moi. Alors, c'est peut-être pas lié qu'à ça, mais enfin, vraiment, j'ai pas du tout confiance en moi. Et je me sens tout le temps illégitime. Pour moi, le mot illégitime, j'ai l'impression que ça marque ma vie entière. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de demander mon acte de naissance entier. Et en 69, l'année de ma naissance, on mettait encore enfant illégitime quand on était né hors mariage. Ça stigmatise, je trouve, ce terme. Absolument, c'est comme les bâtards au siècle dernier. C'est vrai que ça a quelque chose qui est comme une marque un peu infamante. Hein. C'est vrai que c'est très très important d'avoir pu faire les démarches que vous avez faites pour sortir de cette stigmatisation. Oui. Alors Sidonie, vous nous expliquerez dans un court instant pourquoi et comment vous avez l'intention de briser le secret. C'est une histoire bouleversante. On regarde un aperçu de ce qui nous attend dans l'émission et puis on retrouve Sidonie. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire d'Elisa, née d'une relation adultère qui a duré 25 ans. C'est à 8 ans qu'elle apprend la double vie de son père. Je suis cachée du côté de mon papa, mais ça ne m'a jamais empêché de vivre et de faire ce que j'avais envie de faire. Mais aussi l'histoire de Sylvie. À 38 ans, elle découvre qu'on lui a toujours menti sur l'identité de son père. Aujourd'hui, elle est à la recherche de son géniteur. Tout de suite, j'ai réagi en me disant « Quand est-ce que les mensonges vont s'arrêter ?» Enfin, la comédienne Marthe Villalonga sera face au public pour répondre à vos questions. Et combien de temps vous êtes dans le métier? Depuis 58. 1958. Oui. Ah, quand même, ouais.
À quel moment, Sidonie, vous avez compris que malgré ces retrouvailles, malgré un papa qui répondait à vos demandes, à votre courrier, que votre père vous condamnait d'une certaine manière à la clandestinité? C'est au moment de se faire part de mariage? Oui, je crois que je l'avais déjà compris un peu avant, parce que comme disait... Serge. Oui, Serge, le secret, il ne m'appartient pas. C'est vraiment de son côté à lui, ça c'est quelque chose qui lui appartient à lui. Ah, ça c'est une vraie question. À qui appartient le secret, Serge? Le secret, il appartient à celui qui décide de se cacher ou qui décide de ne pas dire quelque chose à quelqu'un. À ce moment-là, l'autre devient un peu l'otage du secret. Mais encore une fois, dans votre situation, elle avait le mérite d'être claire. C'est-à-dire que votre mère ne vous avait rien caché. Voilà. Vous saviez qu'il y avait un homme qui se cachait quelque part ou qui peut-être ne voulait pas vous voir, mais vous connaissiez votre histoire. Et le plus important, c'est de connaître son histoire. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Que des pans de son histoire ne soient pas mystérieux et surtout que ça chante juste autour de vous, si je peux dire. C'est-à-dire que les paroles résonnent juste et que vous n'ayez pas l'impression d'être entouré par quelque chose de faux. En quoi est-ce pesant de ne pas exister à ses yeux? Moi, j'ai l'impression que si on a pu décider en me voyant à 9 mois, en disant oh là là, qu'est-ce qu'elle me ressemble, de finalement sortir de ma vie et de plus jamais donner de signes vraiment, de créer un vrai lien, j'ai l'impression que du coup, je n'ai pas de valeur. Voilà. Vous avez envie de briser le secret aujourd'hui? Encore une fois, je sais pas. Vous êtes entre les deux? Oui. J'ai pas non plus envie de donner un grand coup de pied dans une histoire qui a été quand même très jolie aussi par moments. Le jour de mes retrouvailles avec lui, c'était vraiment comme une deuxième naissance. C'était quelque chose de fabuleux. Comment vous pourriez faire pour briser le secret? Je connais son métier, il fait partie de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes. Alors qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Encore peut-être une lettre, parce que c'est encore par écrit que je me sens le plus à l'aise, mais savoir peut-être où il travaille et puis aller à sa rencontre. Oui, ou lui écrire, une fois que je connais son adresse professionnelle, peut-être. Ça, c'est pas briser le silence, ou briser le secret, ça c'est renouer le contact, ça. Oui, mais c'est vrai que je préférais une approche plus douce comme ça. Moi, une histoire comme celle qu'on a vue de Marie, je trouve que c'est triste. Elle en souffre énormément, voilà. Marie, hein. Je ne sais pas si j'ai la force d'assumer cette souffrance-là. Qu'est-ce que ça vous apporterait, dans le bon cas? Ce que ça m'apporterait de vraiment briser une bonne fois pour toutes ce silence, c'est une sécurité pour mes enfants, de pouvoir leur dire il existe, c'est facile de le voir. Et la génération d'après, bien sûr. Oui, et ça, je trouve que c'est vraiment important. Un enfant ou 2 enfants? 2 enfants, 2 petits garçons. Depuis 2 petits garçons, toutes mes félicitations. On va demander son avis à Elisa. Je vais vous demander d'accueillir Elisa, s'il vous plaît. Bonsoir Elisa, vous vous asseoir à côté de Sidonie. Et dites-lui un peu ce que vous pensez, vous, de ces histoires de secrets. Je pense que c'est des histoires très personnelles et voilà, je pense que Sidonie ne veut pas briser de vie, et moi non plus. Donc voilà, je pense qu'on... Sidonie, elle est plus mesurée que vous, elle se pose la question aujourd'hui. Elle est venue un peu sonder tout le monde, rencontrer d'autres invités. Ça dépend d'un vécu, ça dépend de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de transmettre. Voilà, je pense qu'il y a tout un contexte, il y a toute une histoire et voilà, donc chacun son histoire et après il faut faire les choses comme on le ressent et comme on a envie de le faire. Alors Elisa, vous êtes un enfant adultérin, comme on dit, votre histoire, c'est ce que vous dites vous-même, c'est un peu celle de Mazarine Pinjot. Oui. Votre papa est François Mitterrand, donc. Quasiment, pas très loin d'ailleurs, oui. Oula, mais pour vous, le silence n'a jamais été brisé et vous souhaitez rester un enfant du secret? Oui, tout à fait. Regardons. Je suis née en fait d'une relation adultère. Mon papa et ma maman n'ont jamais été mariés. Ma mère était la maîtresse de mon père pendant plus de 25 ans. Je me retrouve un petit peu dans la vie de Mazarine Pinjot. La seule différence d'elle, c'est que moi, j'ai pas eu la bouche cousue. Et puis, je présentais mes amis tout naturellement, comme n'importe quel autre enfant peut présenter ses amis, ses copains, ses copines. Je connaissais même très bien son papa. Puis je suis même partie en week-end avec Elisa et son papa. Enfin, c'était un papa très présent. J'ai jamais souffert en fait d'avoir été cachée parce que j'ai vécu des choses très fortes. J'ai été élevée dans l'amour d'un papa, d'une maman, d'une nounou. Enfin bon, j'ai vraiment aucun souvenir d'avoir souffert de quoi que ce soit à aucun moment. Je le voyais en fin de journée et puis le soir, sur les coups de 7h30, 8h, il repartait pour rentrer dans sa famille officielle. Il laissait sa famille officieuse. Quand il était là, en fait, il était là pour Elisa. Donc, quand Elisa avait ses moments privilégiés avec son papa, c'est vrai que c'est des moments que moi j'ai toujours beaucoup enviés parce que,
J'avais vraiment l'impression qu'elle vivait des choses avec son papa que moi je ne vivais pas forcément avec le mien. J'ai jamais eu le besoin en fait de dévoiler quoi que ce soit parce que j'en ai jamais souffert, encore une fois. Donc j'allais pas briser une famille, leur vie en fait, en arrivant et en disant voilà c'est moi. Mais lui ne m'a jamais caché, ça l'empêchait pas de m'emmener au restaurant, de m'emmener à droite à gauche. Il s'est jamais caché d'avoir une fille. Hein. J'ai toujours appelé papa dans les magasins, papa au restaurant, enfin dans tous les lieux publics qu'on pouvait aller. Je me suis jamais cachée que c'était mon papa. Mais lui, Elisa, d'une certaine manière, il vous cache quand même. Ah oui, il m'a toujours caché et il me cache à sa famille. Et vous avez l'impression de ne pas être caché pour autant? Non, parce que je suis cachée de son côté, mais de l'autre côté, je veux dire, j'ai une maman, j'ai une autre sœur, j'ai des neveux, j'ai des amis. Donc voilà, je suis cachée du côté de mon papa, mais ça ne m'a jamais empêchée de vivre et de faire ce que j'avais envie de faire. À quel âge vous avez appris que votre père avait une double vie? Ça doit être sur les coups de 8-9 ans, lors d'une discussion familiale, en fait, de façon importune. Avec qui? Avec ma grande sœur, en fait, qui disait que, en fait, mon papa n'était pas marié avec ma maman. Et donc, j'ai appris à ce moment-là qu'il n'était pas marié. Vous vous souvenez de ça, à 8 ans, 9 ans? Oui, je m'en souviens, je m'en souviens, c'était en vacances, puisque je demandais en plus à toujours voir les photos de mariage de papa et maman. Et que, voilà, donc j'ai compris que finalement, je ne le verrai jamais. Donc là, on voit votre père caché. Votre père vous a beaucoup accompagné tout au long de votre enfance, tout en ayant donc cette double vie d'un autre côté. Comment il justifiait ses absences quand il venait vers vous auprès de sa famille officielle? Alors, ça a toujours été un sujet un petit peu tabou. Hein, c'est-à-dire que dès que j'essayais d'ébaucher un petit peu le sujet, surtout quand j'étais un petit peu plus grande, à l'adolescence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Etc. C'était un petit peu, mais me pose pas de questions. Oh, tais-toi. Genre, tais-toi. Un jour, il m'a dit, tais-toi, tu vas pas me porter la poisse. Mais voilà, enfin, donc je sais pas. Ça voulait dire quoi, ça, à votre avis? Que je pense que c'est sûr que si du côté de sa famille on avait su que j'existais, ça aurait peut-être posé quelques problèmes. Mais vous le voyez dans quelles circonstances? Noël, par exemple? Alors Noël, par exemple, oui, je le voyais le soir juste avant Noël, mais bon, il repartait, je dirais... Il venait vous embrasser? Oui, voilà, et puis il revenait le 25, avec son cadeau, où j'avais eu mon cadeau au pied du sapin, et voilà, et il revenait le 25. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? J'en ai absolument aucune idée. Il m'a toujours dit, il me dit toujours que de toute façon, c'est un secret et que personne n'est au courant. Donc je le suppose, puisque j'ai jamais été introduite dans la vie de sa famille et auprès de ses enfants. Alors les vacances, non, jamais. En fait, il venait toujours nous rejoindre en fait, quelques jours pendant les vacances. Ah oui, quand même. Il restait la nuit? Ah oui, il restait, bien sûr. Il restait 3-4 jours pendant les vacances. Il venait les week-ends. On partait en week-end. Quand il partait à la chasse, à la pêche, il nous embarquait, maman et moi. On allait à l'hôtel. Enfin bon, c'était des super moments. Ça vous plaisait, visiblement, d'être complice de ce secret-là, quoi. Ah, mais c'était super. Hein. Vous avez l'impression d'avoir une vie incroyable, non? J'ai vécu des choses super avec mon papa. On a fait plein de trucs. Enfin bon, il m'emmenait au restaurant. Il me sortait. Enfin bon, j'ai vraiment une vie, je pense, épanouie. Et voilà. Et attendez, quand il vous emmenait au restaurant et qu'il vous sortait, il risquait pas de se faire reconnaître par son entourage? Ah bah si, tout à fait, parce qu'il habitait en région parisienne. J'ai grandi en région parisienne, donc à tout moment, il pouvait croiser quelqu'un. Il était sur le qui-vive? Jamais. Il était super décontracté, toujours en train de rigoler, de faire des blagues. Aucun problème. Vous témoignez à visage découvert aujourd'hui. Ça signifie que personne ne peut faire le lien entre lui et vous? Un petit peu si, parce qu'il y a quand même une nette ressemblance. Et bien voilà, ça sera peut-être un moyen de se dévoiler. C'est ce que vous souhaitez? Non, je veux pas briser de famille. Je veux dire, moi, je respecte sa vie. Il m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. J'estime n'avoir manqué de rien. Il s'est vraiment occupé de moi, comme je pense comme un très bon père pourrait le faire. Et donc, j'ai pas du tout envie de briser, de faire du mal. C'est incroyable, Elisa. Comment vous expliquez d'avoir vécu aussi bien les choses? De ne pas avoir été jaloux de l'autre partie de la famille? Parce que je pense que j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Et je pense qu'un enfant, quand vous lui donnez de l'amour, de l'attention, de la tendresse, vous lui donnez un équilibre pour sa vie entière. Et dans votre vie de famille, à vous? Personnelle, dans la construction de votre vie, de votre propre famille? C'est un petit peu chaotique, ma vie de famille, enfin ma vie personnelle, je dirais. Peut-être que j'aurai peut-être un autre discours le jour où j'aurai des enfants. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. C'est sûr que par rapport à une relation avec quelqu'un, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de me sentir bien, et si je me sens aimée et que voilà, je me sens en confiance, Inch'Allah. Quel adulte devient-on, Serge, quand on a été un enfant du secret?
Quand on est un enfant du secret, on a du mal à croire en la vérité. Hein. C'est comme si on a toujours entendu une musique qui sonnait faux, et alors on ne sait plus très bien qu'est-ce qui sonne juste. Mais encore une fois, là, je trouve que dans votre cas, on ne peut pas dire que vous êtes un enfant du secret. Les enfants du secret, c'est plutôt vos demi-frères et vos demi-sœurs que vous ne connaissez pas, parce que eux, ils grandissent dans le secret. Vous voyez votre père à quelle fréquence? Ah là, je le vois très très peu maintenant, parce qu'il est parti en province. Je dirais que je le vois en moyenne 1 à 2 fois par an, et puis sur vraiment des temps très très courts, c'est-à-dire on va se voir pour déjeuner, voilà, ça va durer le temps d'un déjeuner, et puis voilà, mais il m'appelle toutes les semaines. On vous a appris à garder le silence toute petite? Non, pas du tout. Je suis très bavarde. On vous a jamais dit qu'il fallait faire attention à ce que vous disiez? Ah non, pas du tout. Par contre, c'était toujours le problème, vous savez, à l'école, alors profession du papa, alors qu'est-ce que je mets? Alors d'un coup, je mettais, tiens, il fait ça, un coup, je mettais, pas de papa, voilà, un peu au feeling, quoi, je changeais, et puis voilà. Et puis quand j'avais des mauvaises notes ou des mots, je faisais signer papa, tiens, papa signe, pour que maman elle voit. Mais c'est quoi cette signature? Pendant votre enfance, votre adolescence, en devenant une jeune adulte, votre père était toujours près de vous? Ah, toujours, il a suivi mes cours, suivi mes études, toujours été présent, il a toujours suivi tout ce que je faisais, il m'a toujours vraiment épaulée, enfin vraiment... Je vais poser une question qui ne me regarde pas, Elisa. Votre maman et votre papa, ils sont toujours... Non, c'est terminé en fait. Depuis maintenant, j'avais à l'âge de 21 ans, donc ça fait 12 ans. Voilà. Que leur relation s'est terminée. Ça veut dire que votre maman a vécu une relation pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Voilà, tout à fait. Comment elle le vit, votre maman, aujourd'hui? Je pense qu'elle le vit, enfin en tout cas, elle semble le vivre bien. Maintenant, elle m'en parle pas, donc je suppose qu'elle le vit bien. Comment parlerez-vous de votre père à vos enfants? Tout naturellement, voilà, je dirais que mon papa et ma maman n'étaient pas mariés, que mon papa avait une autre famille, avec d'autres enfants, d'autres petits-enfants, et voilà. Vous assumerez le secret? Complètement, oui. Vous sentez à l'aise dans le secret, dans le mensonge, vous? Moi, personnellement, non, pas du tout. Ah bon? Non, je peux pas mentir, moi, à titre personnel, mais cette histoire ne me pèse absolument pas. Qu'est-ce que vous pensez, Sidonie, du point de vue d'Elisa, qui décide de la jouer profil bas, d'une certaine manière? Ouais, moi, je trouve que c'est quand même... c'est comme un peu ce que je disais. Moi, j'ai pas envie non plus de casser une belle histoire. Oui, parce qu'il y a une histoire d'amour quand même. Voilà. Enfin, je veux dire, j'ai vécu des choses et je vis encore des choses très fortes avec mon papa. Et voilà, c'est mon papa, je ne veux pas lui faire de mal, il ne m'a jamais fait de mal. Par contre, c'est sûr que s'il m'avait renié et qu'il n'avait jamais voulu de moi, je pense que là, il saurait qu'il a une fille et toute la famille le saurait de son côté. Ça, c'est sûr, je vous le garantis. Oui, Sidonie n'a plus vraiment de contact avec son papa. C'est peut-être aussi pour cette raison que vous avez envie de briser le silence. Ah mais tout à fait, moi si j'avais des contacts avec lui... Oula, vous prenez des yeux là? Non, attention, on dirait des mitraillettes. J'en aurais absolument pas besoin de... J'aurais le même discours qu'Elisa, quel intérêt d'aller dire à cette femme qui... Oui, faire du mal aux autres pour rien. Mon demi-frère et ma demi-sœur, j'ose espérer que ça serait pas du mal, j'ose espérer qu'ils diraient oui, c'est sympa, on va... Mais moi j'aimerais bien découvrir de nouveaux... Voilà, mais peut-être qu'il... qu'il le prendrait mal, en fait, donc je n'en sais rien. Mais en revanche, son épouse, je pense qu'elle le vivrait mal et je vois vraiment pas l'intérêt. Pourtant, vous posez la question, Sidonie, vous êtes entre les deux. Oui, mais c'est par rapport à lui, c'est pour le faire, lui, sortir de son retranchement et de son silence. Mais quel autre moyen d'action j'ai Déjà, aller le voir, lui, quoi. Enfin, mais c'est ce que j'ai fait, quand même, déjà. Comment vous expliquez, Serge, qu'Elisa préfère ne pas se dévoiler, qu'elle se sente à l'aise là-dedans? Mais parce que, comme elle le dit, elle a une confiance en son père. Donc, son père, il l'a aimé, il l'a reconnu, même s'il ne l'a pas reconnu pour l'état civil. Il l'a aimé, il l'a porté, il l'a aidé, il lui a transmis des choses. Donc, elle lui fait confiance et elle ne veut pas le trahir. Et donc, elle est rentrée un petit peu dans son histoire. Moi, je dirais que, les histoires, elles n'appartiennent pas tout à fait aux enfants quand même. C'est-à-dire qu'il y a d'autres enfants, il y a vous avez des demi-frères et des demi-sœurs quelque part, vous savez que cette situation existe. Peut-être qu'un jour, vous allez aussi, si vous avez des enfants, réfléchir différemment à tout ça. Mais surtout, ne vous forcez pas à faire une démarche que vous ne sentez pas cohérente avec vous-même. C'est ce que je dis, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. Donc voilà, maintenant peut-être que le jour, effectivement, où j'aurai une grossesse, où j'aurai un enfant, j'aurai un autre besoin et voilà, j'aurai besoin d'en parler et peut-être de briser quelque chose. Mais... Oui, le jour où la famille s'en mêle. Vous savez pas comment vous l'écrivez, regardez comment l'écrit le docteur Serge Effez. S'en mêle de cette manière-là. Bravo pour ce bouquin chez Hachette Littérature. Et puis restez avec nous pour écouter cette nouvelle histoire, celle de Sylvie. Sylvie ne sait pas qui est son père. C'est différent de vous. C'est différent de Sidonie. Elle ne connaît pas son père. Elle a 38 ans. Elle a appris qu'on lui mentait depuis toujours. Pour elle, le mensonge, le silence et le secret sont devenus absolument insupportables.
J'ai grandi avec ma mère, ma sœur et puis mon papa, c'est-à-dire le monsieur que ma mère a épousé quand j'avais 2 ans. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse, mais parfois quand je regarde certaines photos, comme celle-ci par exemple, je sais pas, j'ai l'impression de voir une petite fille un peu triste. Lorsque je l'ai rencontré, il y avait des périodes entières, des pans entiers de son histoire qui lui étaient complètement inconnus. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dans cette atmosphère familiale, on n'a jamais posé des questions. J'ai su très tard, à l'âge de 38 ans, par une lettre anonyme et une photo, où on me disait il est temps qu'on te dise la vérité, ton père n'est pas celui que tu crois. Elle s'est vidée de son sang, de sa tonicité. Elle est devenue blanche et bon, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est bouleversant. C'est bouleversant parce que c'est une claque. Tout de suite, j'ai réagi en me disant quand est-ce que les mensonges vont s'arrêter? Et là, c'était vraiment l'identité propre. Moi, qui suis-je? La première chose que j'ai faite, c'est d'écrire à ma mère une lettre dans laquelle j'ai essayé de mettre tout mon cœur. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas reçue, mais je sais qu'elle l'a reçue. Je sais qu'elle l'a reçue. Et elle n'entend pas ma souffrance, c'est ça qui est terrible. Tu sais bien que je suis au courant de ce qui concerne ma venue sur cette terre. Je voudrais simplement que tu trouves la force au fond de toi pour me le raconter, toi, et me dire quelle est ma vraie identité. Libère-toi du poids de ce secret et trouve au fond de ton cœur de mère la force de parler. Oh là là, c'est des grosses larmes, hein. Bonjour. Comme quoi ça peut poursuivre longtemps dans la vie. Ouais. Comment vous avez réagi au témoignage de nos 2 précédents invités? Je les envie. Je les envie beaucoup parce que j'entends qu'il y a beaucoup d'amour, j'entends qu'il y a beaucoup de reconnaissance. Moi, je n'ai pas ça. Et à l'inverse de mes petites copines, c'est que... Merci. À l'inverse de mes petites copines, c'est que moi, au contraire, je me suis construite, j'ai été construite et j'ai l'impression que je me déconstruis au fur et à mesure de ma vie. Oui, parce que j'ai appris ça à 38 ans. J'en avais appris d'autres mensonges aussi sur des filiations de la famille. Donc, je me suis dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous l'avez appris par cette lettre? Oui. Qui vous a envoyé cette lettre anonyme? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Et quand je l'ai dit à ma mère, elle me dit c'est quelqu'un qui veut te faire du mal. Et je lui ai répondu je ne sais pas à qui on veut faire du mal. C'est très étrange comme lettre, parce qu'il y a une photo avec 3 hommes dessus. Alors c'est quoi? C'est un jeu de piste? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un puzzle. J'ai essayé de téléphoner. J'ai pris vraiment au tout début en allant par élimination. Et puis finalement, c'était pas du tout. J'étais pas dans la bonne direction. Et pourquoi votre maman ne vous aide pas? Elle ne vous aide pas à se libérer elle-même? Ma mère, exactement. Ma mère me dit que ça ne me regarde pas. Elle me dit que ça ne me regarde pas et elle me dit qu'elle ne sait pas le nom de famille de mon père. Parce qu'elle a eu peur à un moment, donc elle m'a révélé quand même le prénom, la profession et le département d'origine. Alors je lui dis, puisque tu ne sais pas, pourquoi tu ne m'aides pas? Et elle ne veut pas. Et je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'a pas dit plus tôt, à l'âge de 18 ans. Et elle me dit, parce que, écoutez bien ce qu'elle m'a répondu, je trouvais ça odieux, elle me dit, parce que je ne veux pas briser le cœur d'une femme et de 3 enfants. Parce qu'il était marié, il avait 3 enfants. Ah oui, donc elle vous fait comprendre qu'elle sait plein de choses en fait. Ah oui, oui. Et moi, mon cœur, à moi, il est où là-dedans? J'ai trouvé ça odieux. Et moi, mon but, justement, je voulais dire aussi, n'est pas du tout de briser une famille. Je voudrais simplement avoir une identité, avoir un nom. Qu'est-ce que ça vous apporterait? Une construction, je pense. Ça, vous savez, c'est important d'avoir... J'ai réagi à ce moment, au moment où j'ai passé l'agrégation. Parce que j'ai étudié des livres où... Quel concours? Voilà, oui. Il faut bosser pour ça. Oui, oui, oui. Et agrégation de quoi? L'agrégation d'anglais. Et on a étudié... Comme ma maman. Très bien. Et on a étudié Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu ironique. Hein. Oui. Et il faut mettre des noms. Et moi, je me suis dit, mais quel est le mien? On m'avait menti, on m'avait menti. À l'école, je me heurtais à chaque rentrée au fait que je n'avais pas le même nom que ma mère, puisqu'elle était remariée avec un quatrième personne. Mais à 38 ans, vous avez appris quelque chose que vous ne saviez pas? Du tout. Du tout. Quel choc. Tout, parce que moi, j'avais un nom qui, en fait, j'ai appris que le nom que je portais n'était pas le mien. Vous pensez que c'était qui votre père jusque-là? Eh bien, je pensais que c'était le nom que j'avais. Et en fait, c'était pas encore ça. C'était une 4e personne. Il vient d'où ce nom? C'est Mystère et Boule de Gomme, ça aussi? Non, le nom que je porte, enfin mon nom de jeune fille, heureusement que je me suis mariée et que j'ai changé de nom, le nom de jeune fille que je porte, c'était le nom de l'homme dont elle était en train de divorcer à l'époque. Donc la loi m'a dit qu'elle avait le droit de me faire porter ce nom-là. Ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, c'est de me déclarer née de cet homme-là, et c'est ce qu'elle a fait.
Serge, une question. Pourquoi cette dame a l'impression de se déconstruire en prenant de la maturité? Mais parce qu'elle touche aux fondations de la maison, exactement. Les fondations de la maison, c'est son histoire, c'est-à-dire c'est la généalogie dont on vient, c'est le père et la mère qui vous ont conçu. Et pourquoi est-ce qu'ils vous ont conçu? C'est ça qui donne du sens. Qu'est-ce qui fait que cet homme et cette femme ont décidé à un moment de faire un enfant ensemble? Or, tout à coup, c'est plus cet homme-là, c'est plus cette histoire, c'est complètement autre chose. Exactement. Et c'est comme si les fondations s'écroulaient. Et pourtant, la maison mon papa, avec. le papa qui m'a élevée, ce qui est l'homme avec lequel elle vit toujours, donc il m'a élevée, j'étais toute petite quand ma mère l'a rencontré, je l'adore, et c'est pour ça que je ne veux pas lui faire de mal à lui. C'est une question d'identité, c'est pas une question d'éducation. Tout simplement, c'est pas une question question d'héritage, c'est pas une question de briser quoi que c'est une question d'identité. Et je voudrais, ici, je voudrais que tout le monde se sente concerné. J'ai peut-être ici, dans le public, des gens qui ne se doutent pas être mes frères et sœurs, parce qu'ils n'ont jamais su que leur papa avait eu une aventure, et qui sont peut-être mes frères et sœurs. Je voudrais tellement connaître, avoir une famille. Même s'ils ne veulent pas me voir, je respecterai ça. Mais déjà avoir un nom. Déjà, qu'est-ce que j'aurais pu transmettre à des enfants? Vous savez, heureusement que je n'ai pas eu d'enfants. Je me le dis, ça. Et j'ai beaucoup lu sur ce qu'avaient écrit des psychologues, et puisqu'il n'y avait rien qui clochait biologiquement entre mon mari et moi, des psychologues disent que ça vient effectivement d'un heurt. Ah, vous n'avez pas réussi à avoir d'enfants? Vous pensez que c'est la nature qui a décidé ça? Et je me dis que si ça avait été pour les faire souffrir comme ça, heureusement qu'ils ne sont pas venus. Ça aurait été terrible. Alors vous continuez à vos enquêtes, à vous lancer dans cette longue et douloureuse enquête pour tenter d'élucider donc cette énigme. C'est assez, moi je trouve ça incroyable cette photo où il y a 3 têtes dessus, se permettre de jouer avec les nerfs des gens quand on est dans une telle quête d'identité. Et pourtant, ce sont les éléments que vous avez dans les mains, une photo avec 3 hommes et l'un d'eux est peut-être votre père. Alors non, finalement, parce que j'ai fait recherche, je les ai retrouvés tous les 3. Bon, ils étaient décédés, mais j'ai retrouvé toute la famille. Et ce ne sont pas eux, puisqu'en fait, il y avait eu erreur, il y avait eu mal donne. Ce n'est pas quelqu'un de l'armée, c'est quelqu'un de la police. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. L'enquête de Sylvie. Cette photo, point de départ de 12 ans d'enquête, a permis à Sylvie de retrouver une famille, peut-être sa famille. La famille que j'ai retrouvée et que je pensais être la mienne a accepté de faire des tests ADN. Ils me l'ont eux-mêmes proposé dès le premier coup de téléphone. Et quand les résultats sont arrivés, ça a été une horreur. Les résultats étaient négatifs. Nous n'étions pas demi-frères, demi-sœurs. Et ça a été terrible, terrible, terrible. C'est trop dur. Oh, c'est pas facile. Pour obliger sa mère à révéler son secret, Sylvie a fait appel à un avocat. Sa mère a pris peur et lui a lâché quelques informations. Elle m'a dit ne pas savoir le nom de mon géniteur. Elle ne connaissait que son prénom. Il s'appelait Louis. Qu'il était policier, qu'il est du département de l'Aisne et qu'il était marié et avait 3 enfants. Et elle m'a dit maintenant tu vas arrêter toutes tes recherches. Tu vas tout arrêter maintenant puisque tu sais. Je dis non, je ne sais pas. Ce que je veux savoir, je ne le sais pas. C'est mon nom que je veux. C'est pas un prénom, ça ne me suffit pas. Sylvie n'abandonnera jamais. Elle sait que sa mère connaît le nom de son vrai père. Une fois de plus, elle tente de l'appeler, mais sa mère refuse de décrocher. Ça va faire 2 ans que je ne lui ai pas parlé au téléphone. Manifestement, il ne souhaite pas me parler du tout. Donc vous voyez que c'est quand même difficile hein, de faire un pont, d'essayer d'avoir une communication. Moi, j'en veux terriblement à la mère de Sylvie parce que je pense que toute mère qui cesse d'entendre les appels de ses enfants, qu'ils aient 6 mois ou qu'ils aient 40, 50 ans, cesse d'être une mère. Elle a raté sa vie. Quand je me regarde dans ce miroir, j'ai exactement l'impression de me voir telle que je suis maintenant, c'est-à-dire avec une identité complètement découpée. Une identité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et en fait, moi, ce que je voudrais, voilà, je voudrais arriver à ça. Je voudrais un jour pouvoir ouvrir, voilà, et me voir avec mon identité unique, la seule et unique que j'ai. Voilà, comme ça. Pour l'instant, j'en suis encore à ça. Alors en fait, il ne tient qu'à ma mère d'ouvrir la porte. C'est ça. Il ne tient qu'à elle d'ouvrir la porte. Et c'est aussi très facile au niveau de l'administration, parce que je me suis renseignée par rapport à la police. Il suffirait que quelqu'un qui soit un petit peu, qui ait un peu de pouvoir, qui ait du pouvoir, donne l'ordre de faire des recherches. Parce que mon père s'appelait Louis, il était policier du département de l'Aisne en stage à Rennes en 1955, il n'y en a quand même pas 36. Non. C'est hyper simple. Hyper simple. Mais je me heurte, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, donnez-nous un nom. Donc, c'est la langue de bois, quoi. Et c'est tout simple. Il suffirait que quelqu'un avec un peu d'autorité dise bon, ben, mettez-vous sur les microfilms, faites une recherche. Qui a été en stage de cette période-là, à cette période-là, avec cet âge-là? Il aurait maintenant 83 ans. C'est qui nous regarde aujourd'hui, alors?
Peut-être, ou peut-être que mes demi-frères et sœurs, regardez-moi bien, peut-être que je ressemble à quelqu'un, c'est terrible. Alors, redonnez les informations. Il s'appelle Louis, ça c'est sûr. Il s'appelle Louis. Si ma mère ne m'a pas dit un autre mensonge, mais là je la crois. Il s'appelle Louis, il est du département de l'Aisne, il était policier et il était en stage à Rennes en 1955, en juin 1955. Oui, normalement vous avez pas mal d'informations pour pouvoir... C'est simple. Et pourquoi elle bloque votre maman, à votre avis? Je vous dis, elle estime que c'est son histoire, que ça ne me regarde pas. Non mais ça c'est pas possible, évidemment que ça vous regarde. J'aimerais bien qu'elle vous entende. Donc on a des pistes concrètes pour essayer de retrouver les choses. Max, comment vous pouvez soutenir Sylvie? J'essaye de rester le plus rationnel possible, puisque le problème de Sylvie, c'est de retrouver dans tous les efforts qu'elle fait une certaine forme de robustesse dans la construction de sa personnalité, parce que... Elle a l'air costaud quand même. Elle a l'air costaud, sauf qu'il suffit d'enlever une brique pour que le mur s'écroule facilement. Et justement, on ressent tout au long de notre existence les traces de ce qu'elle a vécu, inconsciemment certainement. La porte de la chambre doit rester ouverte, même si je regarde la télévision pas loin, la lumière ne doit jamais s'éteindre. Vous avez des angoisses d'enfant qui remontent? Si je garde des angoisses d'abandon. Si je garde la veste du costume quand je rentre à la maison, il faut que je la quitte très vite parce que je risque de partir. Je risque de repartir. Je pense qu'il y a quand même un passé très lourd, inconscient, mais qui ressurgit. Ça, ce qui est très curieux, c'est que ça ressort de plus en plus. Ça ressort depuis que je fais mes recherches, ça fait donc 10 ans, j'ai 50 ans. Donc j'ai commencé à l'âge de 40 ans, donc au moment de l'agrégation. Et plus ça va, et plus j'ai d'angoisse, d'abandon, qui n'ont rien à voir avec mon mari, bien sûr. C'est fou, Serge, parce qu'on pourrait se dire, malgré les constructions, etc., avec la maturité, une femme de tête, intelligente, enfin, comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à dépasser ça? C'est comme une maison qui est construite avec des fondations qui ne tiennent pas, donc on est toujours en train d'essayer de tenir les murs, pour que ça tienne. Mais j'ai le sentiment que votre malaise, encore davantage que ce mystère autour de votre père, c'est cette mère qui vous transmet des choses tellement paradoxales, tellement contradictoires, tellement différentes, et au fond... Au moins, si vous aviez pu avoir confiance en elle, ça vous aurait donné une fondation suffisamment solide. Ce qui est terrible, c'est que j'étais soudée avec ma mère jusqu'à ce que je me marie. Ma mère, c'était mon Dieu, il n'y avait pas mieux que ma mère. C'est pour ça que la cassure est d'autant plus brutale. Douloureuse. Ah oui. Et pourquoi elle protège le secret à ce point, vous pensez, Serge? Peut-être qu'il y a quelque chose à cacher, peut-être qu'elle veut, paradoxalement, peut-être qu'elle ne veut pas perdre sa fille, avec qui elle a eu une relation aussi forte et aussi fusionnelle. C'est comme si elle jetait le bébé avec l'eau du bain, excusez-moi l'expression, mais elle se dit, plutôt que de revenir sur cette histoire, eh bien, je préfère ne plus entendre parler de rien. Quand même, elle devrait avoir acquis de la sagesse. Moi, je me dis quand même à cet âge-là. Il lui reste peut-être 20 ans à vivre, sait-on jamais, mais quand même, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je dirais, arrêtons. Si vous vous appelez Louis, si vous avez environ 82, 83 ans, si vous avez une histoire de police, si vous êtes né dans l'Aisne, si vous êtes passé par Rennes, contactez notre équipe, on essaiera de faire passer des bonnes infos. Et regardez une nouvelle fois le visage de Sylvie. Voilà. Allez, Sylvie, courage, merci. Dans un instant, juste après cet appel à témoins, nous recevrons une comédienne incroyable, spécialiste du sourire et de la bonne humeur avec son tendre accent pied noir. Elle nous apporte toujours sa joie de vivre. Marthe Villalonga nous rejoindra juste après la pause sur ce plateau. À tout de suite. Vous êtes amoureuse d'un hors-la-loi. Vous n'avez pas de relation sexuelle et cela ne vous manque pas. Vous êtes le chouchou de vos parents. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans toute une histoire, l'histoire de Virginie et Jérôme. 23 ans après l'enlèvement de leur frère Ludovic, ils sont toujours marqués par sa disparition. En fait, on en souffre tellement aujourd'hui qu'on avait du mal à passer à autre chose et on garde quand même l'espoir. On se raccroche aussi à ça en se disant il faut qu'on se batte. Mais il est vivant, ça c'est certain. Mais aussi l'histoire de Jamel et Khadija. Leur fille de 4 ans, Kenza, a été enlevée. Ils l'ont retrouvée eux-mêmes grâce à leurs recherches. Il est dur de garder les pieds sur terre. Quand à un moment donné, on vous dit qu'effectivement, il y a là un enlèvement, vous savez que de toute façon, il ne vous reste plus qu'un laps de temps pour éviter le pire. Enfin, l'ancienne Miss France, Maréva Galanter, sera face au public pour répondre à vos questions. Un jour, c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour, c'est toi qui pleureras.
Merci pour elle. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Marthe Villalonga. Asseyez-vous. On dit de vous que vous nous enterrerez tous. Oui. Ah bon, c'est décidé, ça y est. Oui, j'ai pris ma décision. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? 74. Oh, bon, ça va, on a le temps encore. Je sais pas. Vous montez sur scène avec une pièce de Jean-Luc Moreau. Elle nous enterrera tous. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Voilà, à partir du 15 septembre. Vous êtes contente? Oui. Vous avez passé un été mouvementé, vous, hein? Je me suis beaucoup baignée. Ah bon? Et puis je vous ai vu dans le fort aussi. Ah oui, le fort aussi. Le Fort Boyard. Qui a vu Marthe Villalonga dans le Fort Boyard? Ah bah oui, beaucoup de monde. C'est vrai que l'émission a très très bien marché. Vous avez fait une expérience incroyable. Bah oui. À plus de 70 ans. Qu'est-ce que vous dites, Bah madame? alors? Saut à l'élastique, vous avez tout à fait raison. À l'élastique. Regardez ces images. Ah bon aussi. Marthe, qui n'a décidément peur de rien, ouvre donc ses aventures avec le saut intérieur. Est-ce que tu es bien consciente de ce que tu vas faire? J'essaye. Bon, très bien. En effet, parce que la concentration, en tout cas, il en faudra. Comme tu peux le voir, l'indice est juste devant toi. Bonne chance à toi, Marthe. Je te laisse tranquillement sauter quand tu le désires. Allez, c'est parti. Oh, dommage. Ah, tu l'avais du bras, là, tu l'avais... Ça, moi, je le fais pas, ça. Ma femme l'a fait, je comprends même pas comment elle l'a fait. Et vous? Oui. Vous l'avez fait aussi? Voilà, ça y est, c'est dur? fait. Je voulais pas mourir idiote. Ah bon? Et vous vous sentez plus intelligente depuis? Ça vous a fait quoi? Ça fait peur? Rien du tout. Ah. Non, parce qu'on est très sécurisé. Et puis Olivier, il est costaud, hein, Olivier Mine. Oui. Je savais qu'il allait plonger derrière s'il m'arrivait quelque chose. D'accord, bah bien sûr. Bien sûr, la réseau pas sans parachute, tout ça, évidemment. Marthe est une femme qui travaille dans les règles d'or de la cascade. Vous avez accepté les règles du jeu de notre émission, être face au public. Tout à fait. Et répondre à toutes leurs questions. Alors, nous allons donner la parole à nos spectateurs, en commençant par Erika. Où est-elle, Erika? Bonjour, Erika. Vous avez quel âge? Vous venez d'où? J'ai 28 ans, je viens de Paris. D'accord. Quelle est votre question à Marthe? Bonjour, Marthe. Une question boulot, une question perso. D'accord. Dans la pièce, votre personnage reçoit la médaille de la famille. Pensez-vous la mériter dans la vie? Je pense que je pourrais la mériter. Vous comprendrez pourquoi je dis je pourrais la mériter. Dans la pièce ou dans la vie? Non, dans la vie. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que je n'ai pas d'enfants. Mais si j'avais eu des enfants, je pense que j'aurais été comme ça. Donc je l'aurais mérité. Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant, Marthe? À cause de votre métier, peut-être? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est pas fait. D'accord. Voilà. J'ai fait le saut à l'élastique, je l'ai fait. Et ben là, non. D'accord. Non, je n'ai pas privilégié, si vous voulez, le côté professionnel par rapport à la vie personnelle. Non, j'ai une vie personnelle très bien. Vous avez un petit ami? Oui. Un vieux, bien sûr, comme moi. Mais ça va. D'accord. Vous êtes heureuse en amour, en tout cas. Oui. Très bien. Il y a des gens autour de vous. Des enfants aussi? Des petits-neveux? Des petits-neveux, des petits amis. Et puis j'ai plein de fils de talent au cinéma, à la télé, au théâtre. Donc ça compense un petit peu. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Ouh! Depuis 58. 1958? Oui. Ah, quand même, ouais. C'était pas tant. Je donne la parole à Suzanne. Où êtes-vous? Bonjour, Suzanne. Oui, bonjour. Comment vous avez commencé dans le cinéma? Je dirais que j'ai commencé d'abord par le théâtre. Et après est arrivé le cinéma, un peu la télé. Mais j'ai commencé au théâtre, justement, en 58. Ah, c'est pas avec Mme Magui, hein? Ah non, Mme Magui, c'était en... Mme Magui, c'était en 84. C'est un bon souvenir? Non, ah oui. On était une bonne équipe, on était une famille. Avec quand Rosy on se voit Bart, tous les Jean-Marc jours, Thivaud, voilà, ouais. c'est ça, Garcin. Ouais. Non, Sophie Arthur, tout ça, oui, non. C'est un bon souvenir. Ça a duré pendant combien d'années, Magui? 8 ans. Ah ouais. Voilà. Monsieur, vous appelez comment? Vous venez d'où? Venance. 1, 2. Venance, je 3, viens de 4. Paris. Oui. Bonjour Venance. Je vais vous poser une question. Vous êtes très polyvalente, vous faites du cinéma, de la télévision, du théâtre. Qu'est-ce que vous préférez? Le théâtre. Pourquoi? Parce qu'on a un contact direct avec le public.
Là, c'est quand même agréable, on se parle, on se voit, on se connaît, on discute. C'est ça qui est formidable. Et puis, quand on est au théâtre, vous entendez, par exemple, vous dites quelque chose, une phrase drôle, vous entendez toute une salle qui éclate de rire. Je sais que ça amuse les gens, mais nous, ça nous fait du bien aussi. Oui. À 74 ans, quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre leur retraite à 50, 55 ans. Oui, oui. Les pauvres. Ah. Qu'est-ce que ça vous apporte de bosser? Ben, l'envie de vivre, tout simplement. Parce que le fait de travailler, de voir encore des gens, d'aller à droite, à gauche et tout, je suis prête pour re-signer encore. C'est quoi cette passion des mots croisés? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce qu'aujourd'hui, c'est complètement ringard. Maintenant, c'est le sudoku. Ah ben qu'ils fassent sudoku s'ils veulent. Moi, je fais pas sudoku. Vous faites mots croisés, vous êtes bien? Oui, oui, j'adore les mots croisés. Quel niveau? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Attention, Marthe. Hein. Bon, allez, si je fais par exemple, je fais surtout les Figaro Magazine de la fin de semaine, de la Clos. J'adore. Voilà, ça fait tourner les neurones. Et puis on apprend toujours quelque chose, quoi. Merci à Marthe d'avoir été notre invitée. On ira la voir au théâtre Saint-Georges. Oui. Elle nous enterrera tous. Cette dame qui a pas loin de 50 ans de carrière, en fait. Hein. Bah oui. Dans 2 ans, vous fêterez vos 50 ans de carrière, Marthe. Voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de répondre aux questions. Tout à fait. C'est trop court. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Vas-y. Merci. Merci pour les questions.